pour ce webinaire. Aujourd'hui, donc, avec Jordan, on va parler pendant à peu près 45 minutes autour d'un sujet qui nous anime beaucoup, du design thinking. Et donc là, au travers de ce titre, de booster la digitalisation de vos outils. Voilà, vous en saurez plus. Et puis, on va garder un petit 10-15 minutes pour poser les questions et pour échanger autour du sujet. Donc, comme l'a dit, on se présente. Donc, Jordan et Garance, on est tous les deux designers chez Palo IT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Palo IT, c'est un cabinet de conseil en innovation technologique qui accompagne donc, les partenaires de la phase amont d'un produit jusqu'à la mise en production et à grande échelle. Donc, on a des expertises autour du design, du product management et du développement pour mener à bien toutes les problématiques de chacun et travailler ensemble. Donc, on est en équipe chez nos clients. Notre ambition, c'est d'utiliser la force des technologies pour œuvrer pour le bien commun. Donc, comme vous voyez, on est répartis sur différents continents et on est plus de 450 aujourd'hui dans le monde. Donc, le design thinking pour booster la digitalisation de vos outils. Ce qu'on va voir ensemble, on va partager ensemble une définition commune du design thinking, de ses atouts et avec des exemples concrets pour pouvoir vous aider à vous projeter. Et donc, vous allez très vite vous en rendre compte, tout ça tourne beaucoup autour de l'utilisateur. Donc, on a déjà commencé par le mettre au centre pour être sûr que le message soit bien imprégné d'ici la fin de notre présentation. Donc, démarrons avec un petit tour au niveau des préjugés. Alors, donc l'utilisateur sait toujours quoi faire. Ah ben ça, on est sûr que c'est évident. Un peu moins évident que ça. Par exemple, ici, c'est sur un SAP, on voit qu'il y a plusieurs champs à remplir. Et une fois qu'on a rempli, comment on passe à l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à l'étape suivante? Donc, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, il n'y a pas d'indication, de validation, suivant, etc. Et donc, pour la solution, juste en haut à gauche, on peut voir une petite flèche verte et il semble que ce soit le bouton de validation et de page suivante. Pas très évident, c'est assez peu commun à cet endroit-là. Donc, pas très simple de trouver quoi faire. Ensuite, l'utilisateur trouve facilement son information. T'es sûr? C'est pareil, c'est pas toujours hyper évident. Là, en l'occurrence, donc un exemple physique. Vous connaissez tous les horodateurs en sortie de parking. Habituellement, on se retrouve juste avec de quoi mettre son ticket et pourquoi pas le payer, soit en sans contact, soit en montrant sa carte bleue. Là, il y a des demandes, des informations, des boutons dans tous les sens. Visiblement, ils ont essayé de nous guider avec pas mal de petits encarts d'instructions. Seulement, comme il y en a tellement, il est impossible de savoir par quoi commencer, dans quel sens, où est-ce qu'on introduit le ticket, ou la carte bleue, ou le paiement. Très compliqué. Et un autre préjugé, l'utilisateur, on dit qu'il a toujours le temps. Bien sûr, j'ai que ça à faire. Effectivement, pas toujours. Là, pour vous donner un autre exemple, en l'occurrence, c'est pour remplir une fiche de détails. Donc, on imagine qu'on a tout un amont d'informations à rentrer. Donc, ça sous-entend qu'on doit les rentrer d'un seul trait pour pouvoir les sauvegarder. Ça sous-entend qu'on ait préservé une sorte de plage horaire pour être sûr de pouvoir faire de A à Z sans être interrompu, que personne ne vienne interrompre justement se dérouler, et ça sous-entend qu'on ait tous les documents à portée de main. Donc finalement, ça représente une charge de travail assez complexe et donc un temps donné dans la journée plutôt grand. Donc vous trouvez ça absurde? Ben, nous aussi. Et donc, quelle serait la solution pour éviter ce genre de problème ou d'outils mal pensés? Donc, on pense forcément à une approche centrée utilisateur. Alors, ça veut dire quoi une approche centrée utilisateur? C'est l'idée de concevoir autour, avec et pour l'utilisateur final. On va alors parler d'expérience utilisateur, du UX design dans notre domaine.
Et donc, qu'est-ce que c'est que l'UX design? On vous a préparé une petite vidéo de notre ami Don Norman. Once upon a time. Donc, Don Norman, c'est un designer américain. Il travaille chez Apple pour l'anecdote. On va en parler un petit peu là, mais ce n'est pas le propos. Mais c'est lui l'inventeur du terme UX, donc User Experience. Donc, il l'a inventé en 86 dans un recueil qui s'appelle Conception centrée sur l'utilisateur. Et donc là, il va vous expliquer un peu ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, opening the box up and, oh, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience. Donc, pour résumer ce que vous venez de voir, ce qu'il explique, c'est que ce qu'on appelle une expérience, c'est l'idée de vivre de A à Z une expérience globale. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à chaque moment, chaque étape du processus autour de notre produit. Donc, c'est l'idée que, est-ce qu'un bon produit peut fonctionner seul? Bon, on imagine que non, du coup, parce qu'il y a tout ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passera après l'utilisation de ce produit. C'est l'idée de donner envie à l'utilisateur d'y retourner, c'est de gérer tout cet écosystème autour de ce produit et donc de définir cette expérience globale et continue. Et donc maintenant qu'on sait comment qualifier ce que c'est qu'une expérience utilisateur, comment on y travaille? Mais pour y travailler, c'est simple, on va déployer ce qu'on appelle nous, le mindset design thinking. Là, on va vous expliquer ce que c'est. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est le design thinking? Donc, c'est une approche créative centrée sur l'humain. Vous l'aurez compris. Donc, c'est plus qu'une démarche ou qu'un process. C'est vraiment un mindset, un état d'esprit. On est à fond dedans tout le long du projet. Et ça va permettre de dérouler la méthode et d'appliquer au fur et à mesure les différents points d'attention pour avoir un produit qui répond aux vrais besoins et aux vraies attentes des utilisateurs. Vous voyez là à droite différentes façons de le montrer, de le représenter. Nous, on a choisi de se concentrer sur celui qui est en bas à droite, le double diamant, donc, on voit par sa forme, 2 diamants, et donc qui permet de représenter les différentes étapes du design thinking. C'est une formalisation qui a été remise au goût du jour par le British Council et donc qui nous permet de découper les différentes phases. Donc, on va voir dans un premier temps, on a deux diamants, donc la phase de découverte et la phase d'immersion. On va avoir des éléments des temps de divergence et des temps de convergence qui vont nous permettre de passer d'une problématique générale à une problématique plus spécifique pour cibler la solution. Donc là, on l'a vu, immersion, idéation, chacun son diamant. Et dans chaque phase, on va avoir 4 étapes. Donc, dans la phase d'immersion, la découverte et la définition. Dans la phase d'idéation, la phase de création et la phase de maquettage et de test. Et du coup, on va jongler entre théorie et exemples concrets sur ces différentes étapes pour vous montrer un peu le process de bout en bout. Et donc, du coup, on va commencer, comme Garance l'indiquait, avec cette phase de découverte. Donc, on imagine qu'on a reçu une problématique générale, une demande générique d'un client, d'un sponsor.
Et du coup, on va pouvoir démarrer notre processus d'immersion avec cette phase de découverte. On va rentrer en divergence pour ouvrir vraiment le champ des possibles et explorer tout ce qui est possible. Et donc, dans cette étape de découverte, il va y avoir un premier moment qui vont être ce qu'on appelle les observations, c'est-à-dire les observations de terrain. Donc, ça va être se fondre dans le contexte de l'utilisateur, tout bonnement, et observer les détails de son environnement. Donc, l'idée principale, c'est de s'imprégner, d'être en empathie, pour vraiment tout comprendre de comment l'utilisateur vit son activité, son métier. Ça va nous permettre de s'approprier en quelque sorte sa vraie vie. Comme on peut voir sur les images sur le côté, l'idée, ça va être d'observer l'enchaînement des actions. On voit que c'est décomposé en plusieurs moments. De comprendre son processus métier, du coup, de comment il utilise l'espace, est-ce qu'il est toujours au même endroit, est-ce qu'il se move, est-ce qu'il bouge à d'autres endroits, quelles interactions il peut avoir, est-ce qu'il va écrire, noter, avoir un outil digital ou pas, et est-ce que des personnes vont intervenir ou pas. On voit que c'est le cas, par exemple. Et donc, observer un peu tout le dispositif physique, digital de son enchaînement de travail. C'est se projeter pour pouvoir se mettre à la place de l'utilisateur, ça va nous servir pour la suite, et c'est une phase primordiale pour comprendre ce que vit l'utilisateur. Et donc, pour vous donner des exemples un peu plus concrets à quel moment ça va vraiment rentrer en jeu, là, sur la première image de notre fermier, pour un de nos clients, on a travaillé en Indonésie avec des fermiers qui cultivaient du riz, en l'occurrence, c'est du caoutchouc naturel. Et l'idée, c'était de leur fournir une application de formation pour une culture durable. Donc, ils allaient suivre dans leur champ un certain nombre de fiches courts avec des petites vidéos, des photos, etc. En allant sur le terrain, on a pu se rendre compte que malheureusement, là-bas, ils n'avaient pas de forfait Internet et donc n'avaient aucune connexion en réseau lorsqu'ils étaient dans le champ ou même chez eux. Et eux, ils avaient un dispositif Wi-Fi seulement quand ils allaient à des endroits très spéciaux de la ville ou au centre de formation qui régissait tout ce programme. Donc, en fait, un des prérequis a été de pouvoir fournir cette application en mode hors ligne, ce qui change considérablement la façon de penser l'application et le développement, évidemment. Donc, on se rend compte que si on n'avait pas observé ça, on aurait pu passer complètement à côté du sujet et du coup fournir une application qui n'est pas du tout utilisable pour eux. Et on se rend compte, en fait, sur différents exemples, comme le chauffeur de train à côté ou le poste de travail en dessous, qu'il y a plein d'éléments de cette même sorte que les utilisateurs ne vont pas forcément nous dire d'eux-mêmes parce qu'ils ont l'habitude de travailler de cette manière-là, donc en ligne, avec des écrans de travers ou alors avec déjà plein d'écrans. Et que du coup, si nous, on ne va pas sur le terrain pour se rendre compte de ces choses-là, on va fournir un outil, penser un outil qui ne va pas forcément être adapté à leur poste de travail, finalement. Et donc, grâce à ces observations, on va pouvoir affiner notre grille d'interview, bien à la suite, pour interviewer toutes nos différentes parties prenantes. Donc là, on l'a vu avec Jordan, la phase d'observation, quand elle est réalisée en amont des interviews, elle va permettre d'affiner les questions qu'on va se poser. Ici, quand on fait des interviews avec les utilisateurs, on est dans un interview semi-directif. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'objectif, ça va être d'orienter une discussion avec l'utilisateur pour le faire parler et pour l'amener à nous raconter des histoires et des anecdotes qui vont permettre d'enrichir, nous, derrière nos connaissances pour aller plus loin dans les phases suivantes. C'est des interviews donc, qui sont en général réalisées en présentiel. Mais bon, comme vous le savez maintenant, depuis 1 an, on a dû remettre nos pratiques avec le distanciel. Mais du coup, ce qui est important quand même en distanciel, c'est de petit à petit, de mettre l'utilisateur à l'aise, de lui poser des questions pour pouvoir avoir derrière de la matière pour travailler. On n'est pas du tout en train de lui faire subir un interrogatoire. C'est pour ça que c'est important d'être 2, parce qu'il y en a un qui va pouvoir prendre les notes et l'autre qui va pouvoir guider l'entretien. Et en fonction des questions qu'il avait prévues et en fonction de la discussion qu'il est en train d'avoir, aiguiller un peu. Quand on prend des notes, ça va être
un peu plus compliqué à faire. Faut avoir un cerveau sacrément bien découpé pour que ça marche. Donc voilà, on va avoir la possibilité au cours de la discussion de l'amener petit à petit à se livrer, de reformuler la question pour avoir le plus d'éléments possible. Et en fait, ce qui est hyper important et ce qui est capital, c'est de ne pas biaiser l'utilisateur quand on pose les questions. Et donc là, dans nos exemples concrets, on a décidé de vous montrer des exemples de questions qu'on entend souvent qu'on voudrait poser aux utilisateurs, mais que finalement, ce n'est pas tellement comme ça qu'il faut poser. C'est pour ça que je voulais garder le suspense. Là, vous la voyez, la première question. On l'a vu, on a la fâcheuse habitude à orienter les questions pour avoir la réponse qu'on veut. On le fait depuis qu'on est tout petit et on continuera à le faire jusqu'au bout. On sait où on veut aller et du coup, on veut une réponse. Là, le challenge au niveau des interviews dans la phase de recherche, ça va être de ne pas orienter. Je l'ai déjà dit. Donc là, si on dit « Est-ce que vous aimez utiliser le produit Tartempion ?» on sait, il y a des grandes chances que l'utilisateur nous dise oui, parce qu'il est confronté dans une situation professionnelle, on est en face de lui, il sait qu'on travaille sur le sujet, enfin voilà. Et ensuite, cette réponse-là, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Donc voilà, il faut aller plus loin et se poser des questions derrière de à quoi va nous servir les réponses, le type de réponse qu'on va obtenir. Donc là, au lieu de poser des questions directes, on serait plus sur des questions plus ouvertes où on va aider l'utilisateur à se projeter, à nous raconter une histoire qu'il a déjà vécue. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois se souvenir d'une fois où ça s'est passé, etc. Et du coup, qui nous donne un maximum d'informations contextuelles et ressenties pour pouvoir se projeter. On est toujours dans cette même idée d'être en empathie avec les utilisateurs. Un autre type de question, là je vais aller un peu plus vite. Trouvez-vous que c'est une bonne idée de faire une fonction qui fait ci ou fait ça? A priori, il va nous répondre oui. Puis de toute façon, en plus, on aime bien avoir tout ce qui est possible, mais on ne sait jamais. Donc voilà, et donc en fait, la question inverse qu'il faudrait poser, c'est plutôt si vous pouviez faire 3 vœux, ou l'exemple aussi qu'on donne de liste au Père Noël, de baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le service? Et du coup, on va... là, en fait, c'est à lui de nous proposer les idées. Et du coup, s'il ne les pense pas, c'est peut-être que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est pas primordial pour lui. Du coup, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir, il y a un peu des petits listings de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire sur ces phases d'interview et d'observation. Si on peut en retenir quelques-unes, il faut surtout ne pas biaiser nos questions ou notre façon de s'adresser à l'utilisateur, ne pas l'influencer et ne pas interpréter ce qu'on entend. Et dans ce qui est une bonne pratique, il faut donc rester neutre, prendre des notes, hyper important de vraiment tout noter, garder des traces de tout, et donc de prendre aussi des photos ou filmer ces moments, ces observations, ces interviews, bien évidemment avec l'autorisation des personnes concernées, mais pour encore une fois garder une trace de tout ça et pouvoir revenir dessus et ne jamais manquer une bribe de tout ce travail. Et du coup, on se rend compte que c'est en mettant en parallèle les différences entre ce que l'utilisateur peut nous dire et ce que nous, on peut observer sur le terrain, qu'on va souvent trouver les meilleures idées d'innovation. C'est aussi un meilleur moyen de détecter ses besoins et ses frustrations utilisateurs. Parce que certaines sont verbales et d'autres, on les trouve simplement sur le terrain en observation. Donc du coup, on a vu cette première étape de découverte. Depuis la problématique générale, on a beaucoup d'informations, on a parti dans le champ des possibles. Et donc là, on va revenir sur une étape de convergence vers un problème plus spécifique, où du coup, l'objectif de cette phase, ça va être de spécifier la problématique générique et de savoir le problème qu'on se pose est toujours le bon. Ça dérange un peu en général parce qu'on aime beaucoup résoudre les problèmes tout de suite. Mais en fait, voilà, la plus grosse partie d'un designer, ça va être vraiment de challenger, de voir si le problème qu'on se pose est le bon. Est-ce qu'on n'est pas un peu à côté, un peu à gauche ou un peu à droite
pour que du coup, on réoriente et ça permette d'avoir une solution qui soit beaucoup plus pertinente que la problématique générique qu'on avait au début. Donc en fait, là, dans cette phase-là, on va rassembler donc, ce qui a été vu dans la phase de découverte, donc les observations terrain et les interviews, et la remettre en parallèle avec la problématique générale et la demande du sponsor. Pour faire ça, on a différents ateliers, différentes techniques. On va pouvoir inclure les utilisateurs sur certaines phases, inclure le métier sur d'autres ateliers, et on va matérialiser le parcours de l'utilisateur en fonction des éléments dont on a besoin. Vous aurez sûrement déjà entendu le nom de User Journey, Customer Journey ou Service Blueprint. C'est toute une catégorie de mapping qui va nous permettre d'identifier les opportunités et les axes d'amélioration et de spécifier la problématique. Là, on le voit plus concrètement à quoi ça ressemble sur la droite. On va avoir donc là, on a un parcours utilisateur, une expérience map, où on va aller enrichir les informations en fonction du niveau de détail dont on a besoin. Grâce à notre expertise et à la première phase qu'on a menée, on peut descendre très bas dans un niveau de granularité assez bas. Et donc, du coup, mieux identifier le problème à résoudre. Là, on le voit, on va avoir les grandes étapes. Ensuite, on va avoir les différentes actions à faire, les interactions. Là, par exemple, sur la 3e colonne, on voit qu'il parle avec pas mal de monde. L'étape d'après, il y a encore plus de monde qui arrive visiblement dans son bureau. Derrière, on va avoir aussi le ressenti, à quel moment il est content, il n'est pas content, il est stressé, et ainsi de suite, pour après aller insister et recentrer vraiment la problématique sur ces éléments charnières. Là, donc, on a un exemple concret qu'on a eu chez un client. Donc, on part d'une problématique générale, donc avec digitaliser les procédures d'incident. Au fur et à mesure des différentes phases, en observation et en interview, on a récupéré énormément d'informations. Et donc là, au moment de mapper le parcours, on va se rendre compte des points irritants. Donc là, vous les voyez, les deux éléments où il va falloir qu'on porte le plus notre attention sont dans les zones rouges, là, les zones où il y a beaucoup d'interactions avec l'utilisateur et donc où le niveau de stress est assez élevé. Et donc, du coup, finalement, si on reformule un peu la problématique, le challenge va être de diminuer le stress et le risque d'erreur pendant une procédure d'incident. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on a changé complètement la problématique, on est toujours en train de digitaliser les procédures, mais du coup, en reformulant de cette manière-là, on va pouvoir trouver dans la deuxième partie du diamant une réponse axée sur ces étapes du parcours qui sont clés pour nous. Donc, une fois qu'on a pu respécifier cette problématique, comme Garenton vient de nous l'expliquer, on va pouvoir démarrer dans cette phase d'idéation notre étape de création. Donc, encore une fois, c'est une phase de divergence où on ouvre le champ des possibles et on va, ce qu'on dit, explorer, prioriser et concrétiser nos idées. Donc, cette première étape d'exploration, c'est sous forme d'atelier la plupart du temps, avec toutes les parties prenantes, c'est faire émerger des idées sans restriction et s'inspirer de l'existant. Alors, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, de lâcher toutes les idées qui traversent l'esprit. Et donc, on est dans ces idées de collaboration, de co-réflexion, co-création, co-animation, etc. Et donc, c'est le moment d'interpréter tout ce qu'on a appris dans cette phase d'immersion et de transformer nos insights terrain en idées tangibles. Alors, pour ce faire, je vais vous citer quelques exemples d'ateliers, mais ça va être du brainstorming, du storyboard, des jeux de rôle, etc. Je pourrais vous en donner plein d'autres qui ne sont pas spécialement éloquents juste au nom. Mais en tout cas, on a un panel d'exercices déjà prédéfinis ou qu'on invente au fur et à mesure pour faire émerger toutes ces idées. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très ludique pour que chacun puisse libérer des idées et des pensées, même les plus farfelues, les plus futiles possibles, qu'on pensait ne pas être bonnes. Finalement, on se rend compte que ça peut nourrir tout notre travail.
Et donc, il faut être adaptable, c'est-à-dire en fonction de la maturité de chacun. Est-ce qu'on va faire dessiner? Est-ce qu'on va le faire parler pour dessiner en même temps? Est-ce qu'on va jouer au Lego, créer un jeu de cartes pour faire des sortes de puzzles, etc. Tout est question d'adaptation aux parties prenantes présentes. Et à distance, on l'a découvert aussi cette année plus que jamais, c'est possible avec des nouveaux outils, un qui s'appelle Miro par exemple, où on peut créer des boards et jouer avec des post-it ou des dessins également. Et donc, une fois qu'on a exploré tout ce qui était possible et imaginable, il faut qu'on sélectionne des idées les plus pertinentes et les plus utiles et qu'on priorise, c'est vraiment le mot d'ordre, qu'on priorise les informations et les fonctions qu'on a pu faire émerger. Donc, il faut qu'on ait là, qu'on mette en avant, qu'on suive des objectifs précis. Et donc, pour ça, encore une fois, ne vous inquiétez pas, on a des outils et des ateliers pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Parce qu'encore une fois, on collabore, on fait ça ensemble. Il faut de la méthode parce que si on demande aux utilisateurs, toutes les fonctionnalités sont importantes. Et si on demande au métier, tous les champs d'un formulaire, par exemple, sont importants. Il faut de la data, il faut aussi, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? La réponse, c'est non. Et encore une fois, le mot d'ordre, c'est qu'il faut prioriser. Donc, en plus de prioriser des différentes infos, parce qu'il faut une certaine hiérarchie, on va aussi faire des choix entre les fonctions dites primordiales, qui vont pouvoir s'intégrer dans ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, pour une première version, et des fonctions qu'on pourra implémenter, mais plus tard. C'est-à-dire que malgré qu'on priorise sur une fonction type, on va envisager que cette appli est évolutive et que ces autres fonctions plus secondaires vont pouvoir s'intégrer facilement. Et donc, une fois qu'on a priorisé, il faut qu'on concrétise concrètement, qu'on fasse le lien entre toutes ces idées et ces fonctionnalités. Et donc, ça va passer, comme vous pouvez voir sur la droite, du sketching papier à du zoning jusqu'à du wireframing qui va donner un certain niveau de détail, en tout cas d'information. Et pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de techniques et méthodes liées à l'ergonomie, la cognitivité, la psychologie, l'anthropologie, etc. J'en passe. Et donc, pour faire un petit point sur ce genre de technique, alors je ne vais pas du tout exhaustif, on vous en parle de certains, notamment des critères ergonomiques, pour faire court. C'est vraiment pour vous donner le niveau de détail dans lequel on rentre. Donc, dans ces critères ergonomiques, par exemple, on va trouver ce qu'on appelle la charge de travail. Vous avez l'exemple juste à droite. Et donc, ça va être l'idée de répartir la charge de travail plutôt sur la conception, sur le concepteur, que sur l'utilisateur. Donc, on voit une application qui a été pas spécialement pensée pour baisser la charge de travail de l'utilisateur. Donc, tout est présent au même endroit, un peu comme notre premier exemple dans les préjugés. Et en dessous, on peut voir qu'on a plutôt réparti sur de la priorisation, un gros travail de conception en amont, ce qui fait qu'on va guider pas à pas l'utilisateur. Et du coup, il n'a pas besoin de trop réfléchir. Il va pouvoir avoir ses infos assez facilement et sa charge dite de travail va être très basse. Ensuite, on peut trouver ce qu'on appelle l'homogénéité du parcours, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que notre utilisateur s'y retrouve, peu importe où il se situe dans l'application des pages, il faut qu'il se retrouve dans le même type d'environnement. Il va y avoir ce qu'on appelle aussi la signifiance des codes. Alors là, ça va être par exemple tous les pictos. On va retrouver la petite loupe de recherche, par exemple. L'idée, c'est que pour chaque moment de recherche dans notre environnement, on ait la même loupe. Et du coup, l'utilisateur rentre dans une certaine connaissance de code qu'on lui a donné et qui sont homogènes partout. Et encore un autre exemple, donc la gestion des erreurs. C'est toute l'idée où on va s'assurer que l'utilisateur, on va le mettre en garde de certaines actions, donc par exemple avec des pop-ins, qui vont dire êtes-vous sûr de vouloir faire cette action, ou alors des doubles validations, il faut cliquer 2 ou 3 fois sur valider pour être sûr de faire cette action-là, etc., etc. Et donc, au-delà des critères ergo, on a plein de techniques et méthodes comme ça. On pourrait vous parler des biais cognitifs qui influencent nos choix. La loi de Pareto, certains doivent la connaître, le fameux 80-20, 80% des gens utilisent 20% des fonctions, ou encore la Gestalt, qui sont plus sur des détails visuels. Et là, pour le coup, c'est par exemple 2 choses de même couleur côte à côte vont être assimilées comme étant regroupées dans un même groupe d'informations. Et au contraire, des choses avec pas la même couleur ou pas la même forme vont être dissociées. Visuellement, on est capable de faire des groupements. Donc, voilà en gros pour ces techniques méthodes.
Donc là, on vient de voir donc avec Jordan tous les éléments qui rentrent en compte dans la phase de création, et notamment on a essayé de vous emmener un peu dans notre cerveau, mais c'est pas évident parce que comme c'est notre quotidien et qu'on n'avait qu'une heure ensemble sur le slide d'avant, ça a été difficile de choisir quoi vous montrer et qu'est-ce qu'on devait mettre en avant pour que vous compreniez mieux cette étape de création, et qui est aussi un peu lié avec la dernière étape, la phase de maquettage, parce que par rapport à ces premiers wireframes, on va aller plus loin et du coup pouvoir avoir des écrans mieux définis suite à tout ce qu'on vient de vous dire, pour pouvoir avoir un prototype cliquable et vérifier et voir et mettre en musique les parcours clés et les principes de navigation et les différents éléments, principalement celles sur lesquelles on a des interrogations, pour pouvoir derrière aller les tester très rapidement. Et donc, une fois que le prototype cliquable est réalisé, comme Garant vient de nous l'expliquer, on va passer sur ces phases de test utilisateur, les fameux dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc, c'est hyper important de prendre de la hauteur. Il faut faire tester la solution et en permanence se remettre en question. On propose des choses qui forcément sortent de nous, qu'on a pensé, qu'on a imaginé. L'idée, c'est pas de se froisser parce que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment prendre de la hauteur et l'idée, toujours, c'est de solutionner notre utilisateur. Ça permet d'obtenir des retours qualitatifs et non quantitatifs. C'est la grosse nuance. Ça nous permet de diminuer la résistance au changement, c'est-à-dire que les utilisateurs qu'on va prendre pour faire les tests vont devenir en quelque sorte des ambassadeurs de cette future application et donc vont être beaucoup plus enclins à travailler avec dans le futur. Ça permet d'avoir des retours sur les choix de conception. Il faut qu'on sache, nous, si ce qu'on a finalement imaginé va dans le bon sens ou pas. Et ça nous permet d'arrêter d'avoir peur de l'échec et de la critique, bien évidemment, parce que, encore une fois, c'est se remettre en question en permanence pour affiner et aller au plus près de l'utilisateur. Et donc, c'est se rendre compte de l'impact et des choix fonctionnels et graphiques que l'on a fait pour valider ou invalider nos hypothèses de conception. On envisage qu'un échantillon de 5 testeurs par typologie d'utilisateur, c'est à peu près 90% des retours les plus importants. Après, il y a des petites spécificités, mais c'est à peu près la globalité. S'il y a 4 utilisateurs qui se trompent à chaque fois, vous pouvez être sûr que tous vont tomber dans le piège derrière et qu'il y a un problème dans notre conception. Exactement. Alors, si on fait un petit déroulé de comment peut se passer un test utilisateur, de comment on le prépare et comment il se déroule. Là, c'est l'exemple pour un client, moi, c'était Airbus. Donc, l'idée, c'était de préparer des scénarios. Donc, scénario, là, en l'occurrence, c'était un plan de vol depuis la gate de l'aéroport jusqu'au décollage et donc sa destination finale. L'idée, c'est que dans ces scénarios-là, on soit dans des contextes réels. Donc, c'est des contextes réels parce que dans le cockpit, mais aussi dans les écrans qu'on propose, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette les vraies données de vol, les vraies données de météo, de configuration, de carburant, etc. Parce qu'on va se rendre compte assez vite, finalement, en test utilisateur, que si on a des données erronées ou alors des données auxquelles on ne s'est pas trop attaché, l'utilisateur va clairement bugger dessus, hein, pour ne pas dire autrement, et on va passer plus de temps à réfléchir à quelle serait la vraie donnée, plutôt qu'à du coup avoir des retours sur ce qu'on a pu proposer en termes d'environnement. Et donc en plus de ça, il faut en amont qu'on prépare toute une grille de questions, donc en rapport à nos scénarios et qu'on va pouvoir poser à la fin de ce test. Et donc comment ça se déroule? C'est dans ce qu'on appelle la vraie vie. Au plus proche, en tout cas. Exactement, parce que le but, c'est d'être là où l'utilisateur travaille habituellement. Bon, là, en l'occurrence, avec un avion, vous imaginez bien que c'est un simulateur et qu'on ne fait pas des tests d'écran nouveau en plein vol. Ça serait un petit peu dangereux. Et donc, une fois qu'on les place dans ce contexte dit véridique, il faut qu'on puisse donc prendre des photos, des vidéos, toujours sous autorisation, mais qu'on garde une trace très nette de tout ce qu'on a pu faire pendant ce test. Et donc, à ce moment-là, les scénarios vont être joués. Donc là, en l'occurrence,
dans le cockpit. Nous, on prenait la place de la tour de contrôle et on disait, bon, ben voilà, vous allez aller à tel endroit, vous allez prendre tel taxiway, vous allez à telle piste, et donc avec telle donnée de météo. Et donc, le pilote rentrait ces données comme s'il était sur le tarmac et que la tour de contrôle lui donnait des vraies infos. Et donc, on suivait comme ça pour le faire jouer jusqu'à l'atterrissage. Et donc, nous, à côté, ça nous permet de noter, observer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne tout. On est des vraies éponges. Alors là, en l'occurrence, on était plusieurs à prendre des notes, on était 3 pour le coup. Et donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on note en vrac, peu importe. Et l'idée, c'est après de merger et d'analyser toutes ces données-là, mais au moins, on me laisse une trace de tout. Par exemple, sur cet exemple-là, on s'est rendu compte que on ne l'avait pas imaginé, mais quand il y a des secousses, les boutons, si on les fait la même taille que ce qu'on a l'habitude de les voir sur des tablettes, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est typiquement, ça paraît évident aujourd'hui pendant que je vous le raconte, mais que quand on est dans la conception même du projet qu'on a vu qu'il fallait être simple et garder les éléments visibles et tout, c'est des choses là, sans une ligne de code, on a pu vérifier et se rendre compte que il va falloir l'information, la donner d'une autre manière et permettre à l'utilisateur de pouvoir faire les actions qu'on lui demande malgré l'environnement qu'il a autour de lui. C'est pour ça que c'est hyper important d'essayer d'être au plus proche de l'environnement dans lequel va se dérouler ou va être utilisé le produit demain. Là, il y a un autre exemple. Donc là, je vais vous montrer justement par rapport à un des outils de maquettage qu'on a. Alors évidemment, voilà, j'aurais dû arriver sur cet écran-là. Mais donc du coup, comme ça, vous voyez, il y a différents écrans qui ont été faits et donc on a pu mettre en musique assez rapidement. Et donc là, on va demander à l'utilisateur, on va lui dire, voilà, tu dois réaliser la procédure A10. Je te donne la tablette. C'est à toi. Et donc, du coup, on n'est pas du tout en train de lui montrer et de lui dire, bon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est joli? Est-ce que tu te visualises en train d'en servir? On est vraiment en train de lui faire vivre. Et donc là, on va pouvoir aller voir. Donc là, le rond représente le doigt de l'utilisateur, de se dire, OK, on lui a dit A10, il va aller là. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va chercher les éléments pour voir ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il va retourner à l'arrière? Tout ça, on va le laisser faire et le laisser dérouler pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il clique sur la suite? Est-ce qu'il clique sur la case à cocher? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il cherche des informations? Enfin, toutes ces informations-là, on va les noter pendant qu'il déroule le scénario de test et voir là, peut-être qu'il a besoin d'avoir le résumé à un moment donné. Qu'est-ce qu'il va faire pour bien comprendre les étapes et pouvoir mettre en avant les problèmes qui vont ressortir très rapidement. Donc là, vous l'avez vu, on a pu... pardon, alors attendez, j'ai perdu mon écran. J'ai beaucoup trop d'écrans ouverts. Voilà, je vais récupérer. Voir les différentes apps. Et donc, à la fin, comme l'a dit Jordan, on va poser des questions. Et là, je pense que vous m'attendez, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des questions qu'il ne faut pas poser, qui vont nous biaiser. C'est le même principe que dans les phases d'interview. Dans les questions qu'on va poser à la fin d'un test utilisateur, si on lui demande s'il a aimé, la réponse va être oui, super, qu'est-ce que je fais de ça? Alors que du coup, ce serait plutôt de décrire les premières impressions. Qu'est-ce qu'il a ressenti, dans quel état il était? Est-ce que, du coup, il va plus facilement parler et dire que il s'est senti perdu, qu'il savait pas trop où il était, etc. Et donc, comme ça, avoir des retours qui vont apporter des informations derrière pour nous, pour modifier les parcours et donc les écrans du produit. Pareil, si on lui demande est-ce que cette fonctionnalité qu'est-ce que tu en penses et tout, est-ce qu'elle est bien, tu en as besoin? Oui, tu viens de me la donner dans les mains, donc effectivement, évidemment, j'en ai besoin, je ne vais pas m'en passer.
Mais du coup, ça va être plus de dire, ça c'est plus une question qu'on va aller poser quand il y a certains éléments qui ont complètement été omis de la page. Enfin, l'utilisateur, il était concentré sur la tâche qu'il devait faire. Et du coup, nous, on avait imaginé peut-être un autre chemin, d'autres fonctionnalités qui pouvaient lui servir pour la réalisation de son action. Et donc, ça va être de savoir, à ton avis, à quoi ça sert. Et donc là, on retrouve un peu, est-ce qu'on est suffisamment clair et intelligible pour les utilisateurs pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir des retours sur les tests utilisateurs et itérer et améliorer les écrans qui ont posé problème. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que du coup, ces questions-là, on les pose après avoir observé un certain scénario. Donc, des fois, il y a des questions qu'on avait prévues qu'on n'a pas posées, ou, comme Garance vient de le dire, effectivement, des choses où on pensait qu'il allait jouer avec, et finalement, pas du tout. Et du coup, donc, une fois qu'on arrive là, on a fait le tour de ce double diamant, de ce design thinking, donc de cette démarche. Donc, entre le point de départ, donc la demande client sponsor, jusqu'à une première solution prototypée et testée. Mais une fois qu'on a nos retours utilisateurs et qu'on a pu les analyser, vous imaginez bien qu'on ne fait pas tout parfaitement du premier coup, et c'est là où on va déceler des manquements ou des choses à modifier. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un processus dit itératif et que du coup, on va faire des allers-retours sur les différentes étapes un peu à plein de moments de notre processus. De temps en temps, on va avoir besoin de retourner sur une phase d'idéation parce qu'il nous manque quelques petits éléments pour notre outil. Et à certains d'autres, on va devoir retourner sur le terrain pour observer des comportements qu'on avait peut-être omis ou pas spécialement compris ou vus. Et donc, vraiment, c'est d'être itératif. Alors, on peut appliquer ce processus pour un produit, comme on vient de le voir tous ensemble, mais aussi sur une fonctionnalité particulière. C'est un petit détail où on va recommencer une petite partie de découverte parce qu'on veut ajouter telle fonction ou alors on avait mal développé une petite partie du produit. Du coup, j'imagine que vous n'avez plus aucun préjugé par rapport à ce qu'on a pu voir au début. Là, ce qu'on a vu au début, maintenant, vous aussi, comme nous, vous avez mal aux yeux. Bon, vous avez un peu orienté déjà. Maintenant, vous le remarquez dans le début de la présentation. On a orienté notre discours. Et donc là, l'idée, c'est de plus retrouver ça demain et que les choses soient plus claires et plus intelligibles pour l'utilisateur. Donc, dans un des exemples qu'on vous a donné, ça a été une des problématiques avec un de nos clients de point de départ. Donc là, c'est assez difficile de vous montrer parce que, comme vous l'avez compris, on parle beaucoup de parcours, on parle beaucoup d'enchaînement d'écran et c'est pas juste avant, après et paf, il y a un make-up au milieu. On a vraiment toutes les différentes étapes par lesquelles on va passer qui vont permettre de prioriser les éléments qui sont nécessaires, de hiérarchiser, de pouvoir là, on va le voir à droite, des différentes étapes pour que l'utilisateur il soit guidé. Oui, il y a beaucoup d'informations à remplir, mais il les voit à la fin. Il a des possibilités d'enregistrer à différentes des étapes pour pouvoir revenir plus tard s'il lui manquait des fiches, s'il lui manquait des informations pour remplir cette partie-là. Et donc voilà, on voit un peu le déroulé qui a été fait avec les utilisateurs. Après, on a fait des tests pour vérifier que la façon qu'on avait imaginé de naviguer, d'enregistrer, de passer les étapes était la bonne, pour ensuite continuer à affiner, mais en démarrant le développement. Parce que là, on le rappelle et on réinsiste, sur toutes ces phases-là, on n'a pas encore fait une ligne de code. Donc, je pense que c'est quand même utile. Ça évite d'avoir des développeurs de mauvaise humeur parce qu'ils doivent recommencer ce qu'ils ont déjà fait et passer beaucoup de temps. Mais surtout, nous, on peut très rapidement aller regarder, tester et vérifier. Et donc, ce qui est important du coup de retenir par rapport à tout ça, ça se résume en quelques points. Maintenant, vous allez comprendre la teneur. Donc, c'est de surtout pas penser à la place de vos utilisateurs. C'est de ne pas avoir de jugement ni d'a priori. Il faut vraiment s'immerger, s'imprégner. Faire régulièrement des allers-retours, parce que c'est pas parce qu'on a vu une fois qu'on peut tout produire derrière, c'est en permanence itérer avec eux. C'est co-créer cette solution parce qu'il faut la penser ensemble, donc avec les sponsors, avec toutes les parties prenantes, les métiers, les produits, etc. Et du coup, prototyper simplement et rapidement. Comme Garance le répétait juste avant, effectivement, c'est qu'on n'a toujours pas de code.
Donc, très vite, on peut tester, tester, tester et tester. Et donc ça, c'est un peu le mot d'ordre, c'est tester tout ce qu'on fait pour être sûr d'arriver au bon endroit. Donc, et vous, ça serait pourquoi chez vous, ce Mindset Design Thinking, pour quel outil? Vous pensez que c'est une nécessité dans vos applications métiers maintenant? Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On a réussi à être dans les temps. Il nous reste 10 minutes pour poser des questions. Donc, soit par le chat, soit en prenant la parole, comme vous voulez. Alors là, j'ai plein de merci qui arrivent sur la conversation. Voilà, c'est toujours intéressant de faire une piqûre de rappel. Alors, on va vous laisser 2 petites minutes pour fabriquer des questions, si jamais il y en avait. Si vous voulez qu'on revienne sur des exemples plus spécifiques. Du coup, s'il y a une question pour avoir la presse, mais ça, il faudra qu'on regarde. On en rediscutera avec Henriette par rapport aux exemples qu'on a mis. Alors, on est resté assez générique, donc a priori, ça devrait être bon, mais il faut qu'on repasse avant dessus avant de vous l'envoyer. C'est toujours le challenge, c'est le premier qui va prendre la parole pour les questions. Si vous voulez qu'on revienne sur des exemples, sur des étapes. Alors, avec qui on peut faire ces ateliers design thinking? Donc, du coup, alors si je comprends bien la question, parce qu'en fait, il y a des ateliers dans toutes les étapes qui peuvent être déjà dans la phase amont de mieux comprendre le parcours existant avec les interviews, de pouvoir faire des brainstorming, de la co-conception, de la co-construction. Et du coup, on va faire avec des gros avocats. Ah. Des gros avocats. Il y a des gros avocats qui viennent dans la discussion. Est-ce que vous pouvez couper le micro à répondre? Du coup, dans les questions, de se dire que sur certaines étapes, on va être avec les utilisateurs et on va co-construire avec les utilisateurs. Sur d'autres étapes, sur d'autres ateliers, ça va être avec les métiers, avec les parties prenantes, avec le sponsor, de savoir, voilà, c'est pas parce qu'un utilisateur dit qu'il a besoin de cette fonctionnalité qu'on va forcément la mettre. Il y a un travail d'accompagnement et de savoir si c'est pertinent pour pouvoir aller au bout de cette démarche. Et donc voilà, enfin, c'est un peu la mauvaise réponse parce que la question c'était avec qui on peut faire ces ateliers. Et là, je suis un peu en train de vous répondre tout le monde. Réponse qu'un designer déteste parce que si on dit que l'outil est utilisable par tout le monde, c'est pas possible et c'est difficile à démarrer. Mais du coup, voilà, en fonction des étapes, on va être plus ciblé avec les utilisateurs, d'autres fois plus avec les métiers et les parties prenantes, d'autres fois plus avec les équipes de conception et voilà. Ensuite, comment vous faites quand la possibilité d'aller observer les clients sur terrain n'est pas possible? Alors justement, par rapport à la pandémie, alors là, je pense qu'on pourrait faire un sujet de webinaire complet, parce que comme vous l'avez pu le remarquer, ça fait 1 an qu'on a dû revoir un peu notre travail, puisque c'est quand même derrière nous d'être derrière les utilisateurs et de regarder ce qu'ils font, comment ils font. Et là, c'est un peu compliqué. On a fait beaucoup de partage d'écran. On a fait des vidéos aussi pour qu'on comprenne. Il y a des moments où on va du coup demander aux utilisateurs de nous envoyer des photos, de nous raconter ce qu'ils vivent. Enfin, la partie interview, du coup, va être plus grosse que l'observation de terrain. Mais on va pouvoir essayer d'être plus ou moins intrusif en fonction du client. Ça va être plus ou moins facile de mettre en place des photos, des caméras. Sur les ateliers, Jordan en a un peu parlé. On a un outil qui s'appelle Miro, qui permet d'avoir un grand mur blanc. Et alors là, dans les tips and tricks, c'est pareil. Il faut, pour un atelier qui durait 2-3 heures en présentiel, il va falloir un tiers de temps en plus pour la prise en main de l'outil.
Et pour les tests utilisateurs, en situation, là j'avoue que moi j'ai pas eu à en faire parce qu'au moment où il y a eu des tests utilisateurs en situation, j'ai pu retourner sur le terrain. Les premiers tests, on les a fait sur ordinateur par écran interposé, par partage d'écran, et où on va leur dire de partager l'écran et de dire ce qu'ils font. Parce que c'est pareil quand on est sur le terrain avec le masque, il nous manque toute une partie de la communication. Et donc, on ne voit pas bien si l'utilisateur il est content, pas content, ou angoissé ou stressé. Donc, voilà, on va être beaucoup plus dans le que l'utilisateur nous raconte. Mais il faut trouver la bonne jauge parce que sinon, il va être complètement perdu et décorrélé de ce qu'il est en train de vivre. Bah, vas-y, je te laisse. Tu les vois, les questions ou pas? Là, on a la question de Fanny, mais je te laisse répondre. C'est un peu hors sujet. Quelle formation pour faire de l'UX? Le micro de Jordan est coupé. La connexion de Jordan est coupée. Oui, en fait, Jordan, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. On t'entendait à travers le micro de Garance avant. Ouais, alors, en fait, j'ai eu ma connexion a sauté. Donc là, normalement, vous m'avez retrouvé. On n'a pas du tout entendu ce que Jordan a dit, en fait. Là, vous m'entendez? Là, c'est mieux, mais oui. Oui. D'accord. Donc, du coup, ce que je disais, c'est qu'en soi, aujourd'hui, il y a des cursus dans les écoles de design en France et à l'étranger, dits design UX spécifiquement. Il y a quelques années, c'était plutôt des gens issus du design produit, donc produits industriels à un peu tous les produits possibles et imaginables. Parce que c'est un peu les mêmes processus, hein, le design thinking, le centre utilisateur, etc. C'est des processus du design assez communs finalement à tous les designs. Et donc, en général, on sortait de produits. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations dites UX purement qui arrivent. Alors après, il y a aussi plein d'écoles dites du digital. Tu peux aller regarder vers les Gobelins, vers les multimédias, vers Strat et l'école de Nantes Atlantique vont être plus générales sur le produit. Mais dans les premières idées, c'est ça. Ouais. Après, il y a des cursus plus ou moins longs, plus ou moins rapides. Moi, ce que je conseillerais, c'est surtout de faire en alternance pour avoir une expérience en parallèle de la reprise d'études. Tout qui me semble que la question était liée au fait que tu venais du marketing. Et après, pour la question suivante, moi, j'ai perdu toutes les questions avec ma déconnexion. Moi, je les avais pas toutes. Alors, on a une question. Y a-t-il un moment où il n'est plus pertinent de découper par étage un formulaire? Est-ce que trop d'étapes peuvent rendre la tâche confuse? Mais là, on est sur un exemple de formulaire qu'on fait faire à l'utilisateur ou c'est l'interview? Je n'ai pas compris. Je suppose que c'est par rapport à l'exemple qu'on a montré. On décompose, je suppose. Non, il va falloir regrouper justement, regrouper par pertinence et par truc. S'il fait une action par écran, en fait, ça va dépendre du contexte. Il y a des moments où c'est le cas. Dans l'exemple que je vous ai montré, il fait une action à chaque fois parce qu'il est il est dans un pic de stress qu'il ne faut pas qu'il saute des lignes. Mais après, dans un formulaire, il va pouvoir... il va répondre aux questions par groupe d'informations. Des typologies de réponses qui se ressemblent vont pouvoir être mises pareil. On va pouvoir aussi regarder par rapport à la manière de taper, ce qui peut aller plus vite et comment faire pour aller de l'un à l'autre. L'idée, ce n'est pas de décomposer pour décomposer, c'est vraiment de regrouper pour alléger sa charge. Oui, si ce n'est pas justifié de mettre les étapes ensemble et de passer à une autre étape, non. On va avoir un autre travail à faire avec le métier qui va être de prioriser, de savoir si c'est vraiment vital d'avoir cette information. Et je crois qu'il y avait une autre question après, mais
J'ai besoin de ton aide, Henriette. On nous demande un livre ou un site pour aller plus loin. Ah, alors là, il y en a un paquet. Euh, Il y a Don't Make Me Think de Steve. Comment il s'appelle? Steve Fruggen, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le livre jaune, là, comment il s'appelle? Ben, de Don Norman. Ah oui, il suffit d'adapter. Et après, il va y avoir aussi, pour la partie plus pratique, les méthodes et outils de l'UX Designer qui est une grosse bible faite par Karine Lallemand, et où du coup là, ça va être plus un livre pour aller récupérer, pour voir, enfin, c'est pas un livre à lire de A à Z, mais à aller chercher quand on a besoin d'informations et d'avoir des nouvelles idées d'ateliers, de manière de faire sur les étapes en particulier et sur des outils. Mais la bibliothèque est très grande et il y a de plus en plus, au début il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages français et quasiment que les bons livres étaient en anglais, mais là il commence à y avoir aussi des bons livres côté français et donc celui-là en fait partie. Voilà. C'est ça, le design des objets du quotidien. Et à 40 ans, l'alternance, c'est possible. Hein. Du coup, il y a ce message-là que je vois, Fanny. Ça a été fait et c'est possible. Et c'est pas forcément un an. Et voilà. Et, de rien. Et bon courage en tout cas. Oui. Mais c'est une bonne idée de venir dans cette orientation-là. Ah, là, il y a un micro qui a été démuté. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, ça va être le moment de conclure et de vous laisser aller déjeuner et de vous remercier pour votre présence. Et puis voilà, si besoin, on est disponible pour échanger plus en détail. Il y avait nos adresses mail au début de la présentation, mais sinon, vous l'avez par le formulaire de contact du site de Palo IT. Merci à tous et à bientôt. Merci pour votre présence. Merci, au revoir. Hop.